Bonjour à tous. Alors on va commencer. Bienvenue au rendez-vous de la structure. Je suis Cynthia, responsable marketing chez Man Machine. J'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de calcul de ponts et d'infrastructures. Donc les rendez-vous de la structure, c'est un webinaire par jour pendant 5 jours. Aujourd'hui, on est sur le 4e jour, donc on va parler de calcul de ponts et d'infrastructures. Si vous êtes intéressé par celui de demain, calcul de géométrie complexe avec Rhino et Grasshopper, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous aurez les informations sur notre site internet manandmachine.fr et les différents liens sont sur nos réseaux sociaux. Et tous les replays seront disponibles en ligne au début de la semaine prochaine. Donc je vais juste vous parler rapidement de Man Machine et de Sophistic, et puis après je donnerai la main à mes collègues Christian et Xavier. Donc, Man Machine, c'est un groupe allemand qui a été créé en 1984 avec plus de 60 implantations à travers l'Europe. C'est le premier partenaire aujourd'hui Autodesk en Europe. Alors, avec Man Machine, on vous accompagne dans tous vos projets CAO et BIM. On propose de l'AUSI, du conseil, de l'accompagnement. On propose des solutions logicielles et matérielles. On propose aussi des formations sur ces logiciels, que ce soit en présentiel ou à distance. Et on a aussi des parcours de formation BIM, notamment avec notre cursus BIM Resi. Donc Sophistic a rejoint le groupe Man Machine en 2019. C'est un éditeur de logiciels qui a plus de 30 ans d'expérience et qui est spécialisé dans les logiciels pour l'ingénierie structurelle. Sophistic propose des produits distincts, mais qui peuvent se connecter entre eux. Ils sont compatibles avec différentes plateformes, notamment Revit, c'est ce qui nous intéresse ici, et ils sont flexibles pour tous les domaines, notamment le bâtiment et les ponts. Voilà, je vais passer la parole à mon collègue Christian, qui va prendre le relais. Merci Cynthia. Bonjour à tous. Donc, ravi de vous voir, et pour les nouveaux qui viennent où c'est leur premier événement aujourd'hui, peut-être si vous pouvez revoir notre replay des autres événements qu'on a organisés cette semaine-là. Donc l'idée de ces événements, c'est surtout d'avoir de pouvoir avoir votre avis un peu sur votre ressenti aussi sur ce que vous attendez sur le logiciel dans Revit et le logiciel de calcul, et qu'on puisse discuter et avancer un peu sur le sujet. Donc aujourd'hui, c'est sur les logiciels de calcul, notamment le calcul de ponts et d'infrastructures. Donc j'ai fait une petite recherche de mon côté, je pense qu'il va vous intéresser. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est la vérification structurelle des ponts, donc avec des problématiques bien précises, donc ce qui est de calcul de progrès contraintes, les mixtes, le phasage, etc. Également les tunnels, les structures avec sous-sol, etc. Donc c'est un univers assez précis qui change un peu de ce qu'on peut connaître dans le bâtiment. Donc ça va s'adresser aux ingénieurs structures et civils. Donc ça c'est indépendamment, je pense que ça peut intéresser autant dans les phases de conception jusqu'à exécution. Pourquoi? Donc là, c'est ce qui va nous intéresser. Je sais pas pour vous, moi de ma part, j'ai en bureau d'études, j'ai travaillé principalement sur un robot. Peut-être nombreux d'entre vous qui sont présents aujourd'hui, vous l'avez aussi connu ce logiciel, ou peut-être vous travaillez encore. Donc vous connaissez très bien les avantages et les inconvénients de ce logiciel-là. Donc ceux qui travaillent dans le domaine d'ouvrage d'art peut-être
les problèmes que vous connaissez, que vous rencontrez, c'est que vous avez des petits logiciels en complément avec un logiciel d'éléments finis qui vous permet justement de vérifier les éléments que vous n'arrivez pas à vérifier avec votre logiciel d'éléments finis. Donc, certains autres calculs qui sont un peu plus complexes, peut-être vous ne pouvez pas les faire ou les vérifier actuellement. Donc ça, tout à l'heure, on pourra en voir, on pourra en discuter peut-être avec vos questions-réponses. Et aussi, bon, un des sujets que j'ai rencontré pendant mon expérience en bureau d'études, c'était de revoir les mêmes bugs et la non-évolution de certains logiciels de calcul. Donc de devoir en fait faire avec, si on veut. Et je ne sais pas si vous connaissez la loi de Moore. Moore, en fait, c'est un ingénieur qui a, si on veut, constater que la complexité des semi-conducteurs donc dans les ordi, il doublait tous les ans. C'est que là, comme on peut voir sur ce tableau-là, ici sur cette graphique, que depuis 1970, avec les différents développements des microprocesseurs, que c'est en train de, ça suit réellement un peu son, disons son, ce qu'il avait du moins un peu prédit. Donc ça, cette courbe, il continue d'augmenter au cours des années. On le voit surtout, bon, comme on le peut voir avec les smartphones ou avec disons des évolutions technologiques qui, je sais pas pour vous, pour moi après, qui a connu les Pentium 4, Pentium 3, pour moi ces évolutions ils sont assez fous. Peut-être ceux qui sont un peu de la nouvelle génération, ils peuvent peut-être moins un peu apprécier ces évolutions, mais pour ma part, je pense que de là à là, il y a eu pas mal de disons, de développement et d'inventions qui nous ont changé plus ou moins la vie, bon et mauvaise de côté. Mais par contre, ce que je trouve aussi, c'est que malgré ces évolutions ici, il y a certaines solutions, façon de travailler en bureau d'études qui n'ont pas beaucoup changé, malheureusement. Ce qui veut dire que est-ce que dans les 10 ans qui vont suivre, est-ce qu'on va continuer à utiliser le même logiciel de calcul? Ou peut-être est-ce qu'on pourra s'ouvrir sur des nouvelles solutions qui pourront nous faciliter un peu la vie. Parce qu'on entend des nouvelles conceptions, que ce soit pour le machine learning, le deep learning, et des nouvelles conceptions, des choses qui nous traduisent que dans le futur, il y aura des choses qui vont peut-être nous faciliter un peu plus la façon qu'on réagit ou qu'on interagit avec la technologie. Mais bon, est-ce que ça va s'appliquer aussi à l'ingénierie structurelle? Je ne sais pas. Mais voilà, aujourd'hui, c'est un peu le sujet de voir un peu ce que Sophistic, par exemple, peut nous apporter. Et je vais revenir ici. Donc aujourd'hui, ce qu'on va parler, ce que plutôt Xavier va vous démontrer à travers sa démonstration sur cette solution-là, qui est du Sophistic FEA, c'est comment le logiciel arrive à répondre aux différentes problématiques. Donc notamment du phasage, de la modélisation, de la précontrainte, des structures mixtes et également les possibilités non linéaires béton. Donc certaines problématiques qui sont propres à l'ouvrage d'art. Donc voilà, je vais laisser la main à Xavier qui va vous présenter la suite de la présentation. Super, merci Christian. Alors, je vais juste vérifier que je montre le bon écran. On est. Et donc, Martin, je suis responsable.
Et donc, dans la continuité de ce que Christian nous a présenté, l'objectif aujourd'hui, ça va être de vous montrer un peu quels sont les outils que l'on a avec Sophistic pour la partie calcul de ponts et d'infrastructures. Donc, Sophistic, en arrière-plan, qu'est-ce que c'est Sophistic? Sophistic, c'est un logiciel de calcul aux éléments finis. Vous utilisez déjà sans doute des logiciels, on a parlé tout à l'heure de robots, donc c'est des technologies que l'on connaît. Et Sophistic utilise ce genre de technologie, mais avec la particularité de pouvoir s'adapter vraiment à un vaste panel de disciplines. Donc on peut bien entendu regarder des structures de type bâtiment, des structures de type pont, de la géotechnique ou des tunnels, et y intégrer différents niveaux de calcul. Alors, je ne vais pas vous montrer tous les types d'éléments finis qui sont intégrés dans le logiciel. Il y en a une grande variété. On peut regarder des éléments volumiques pour justement faire la partie géotechnique 3D. On peut regarder tout ce qui est des éléments coques, multicouches pour reprendre en compte les différentes modélisations, notamment quand on fait du calcul mixte ou bien des éléments justement multicouches tels que des panneaux de bois ou autres. Différentes technologies qui sont intégrées dans le logiciel. Ce qui va nous intéresser, c'est plutôt de regarder comment est-ce que, à travers toutes ces fonctionnalités, ces technologies des éléments finis, comment on peut aborder un projet, notamment un projet de type pont ou d'infrastructure, et pouvoir l'étudier de manière optimale. Alors, avant de commencer sur la partie calcul à proprement parler, il y a toujours la problématique aussi de la modélisation. Aujourd'hui, comme Christian l'a un peu expliqué, c'est qu'on est dans une société, on évolue, on doit aller tout le temps de plus en plus vite, et c'est-à-dire il faut toujours arriver à optimiser nos temps de modélisation, nos temps de calcul, et donc d'utiliser au mieux les informations que nous avons déjà disponibles. Pour ce biais, en fait, Sophistic, ce que nous faisons, c'est que nous proposons des interfaces qui s'intègrent dans des plateformes de modélisation que vous utilisez déjà, notamment AutoCAD ou bien Revit. Il y a une petite faute de frappe ici. Donc, il y a Revit, Rhinoceros, Grasshopper, et bien sûr, la possibilité de faire du code texte. D'ailleurs, si vous n'avez pas participé aux séances précédentes, nous avons justement parlé de la problématique de l'utilisation de Revit. Revit utilise son utilisation dans le cadre du bâtiment, dans le cadre aussi du pont. Et demain, nous aborderons la problématique de l'utilisation de Rhinoceros ou bien d'interfaces telles que Grasshopper pour la modélisation et pour le calcul. Et donc pour nous, ce qui est important, c'est simplement d'avoir cette possibilité de dire, voilà, moi quand je vais faire un modèle, que ce soit un modèle de pont, un modèle de bâtiment, un modèle de tunnel ou autre, j'ai cette possibilité de choisir différentes interfaces, ce qui me permettra d'optimiser ma façon de travailler en fonction des outils, des éléments que j'ai déjà à ma disposition. Donc, par exemple, je peux utiliser justement un outil que AutoCAD pour pouvoir modéliser un pont. Donc là, vous devriez voir mon écran où là, j'ai deux projets que j'ai ouverts. Ici, un projet de pont relativement simple hein, sur deux ponts avec des contraintes. Ici, dans l'interface AutoCAD, c'est que toutes les dimensions, par exemple, la géométrie, on la voit ici dessinée en bas à gauche, ce sont des informations que souvent j'ai disponibles à travers des documents, des WG ou autres qui me sont fournis. Et donc, ce que propose Sophistic, c'est de s'intégrer à travers des menus tels que ici, on voit le menu Sophistic pour AutoCAD, qui me permet d'avoir un ensemble de fonctionnalités qui vont nous permettre de récupérer ces géométries, que ce soit la géométrie de la structure 3D, donc ici par exemple le pont, ou bien la géométrie de section. Donc par exemple, j'ai pu créer une section de pont basée sur ce dessin, dans laquelle c'était un dessin AutoCAD à la base, ajouter des informations qui sont désormais des informations de calcul, telles que le caisson que j'ai créé, quels sont ses matériaux, quels sont ses phasages, etc. Où sont positionnés
mes armatures et comment fonctionnent toutes ces armatures. Donc, tout ça à travers des menus intégrés dans l'interface AutoCAD, des menus ici, et qui me permettent à la fois dans un outil que la plupart du temps je sais utiliser, AutoCAD, nous l'avons tous plus ou moins utilisé à un moment ou un autre dans notre carrière, et de bénéficier aussi du travail qui est fait en amont par d'autres acteurs du projet, tels que le producteur qui aura déjà préparé ici le modèle de mon pont. Alors, le cas de Revit est aussi un peu particulier. On en a parlé avant-hier et hier, donc je vous invite à aller voir le replay pour regarder le détail de cette présentation. Mais nous avons donc vu dans un premier temps qu'avec Revit et avec Sophistic, on a la possibilité de faire bien sûr un calcul directement sur la base de ce modèle Revit, et que pour les modèles de pont, soit on peut modéliser directement le pont dans Revit dans la limite qu'il y ait une géométrie relativement simple, et que pour les géométries un peu plus complexes, puisque Revit avait des limitations en termes de modèles de calcul qui peuvent être faits directement dans Revit, donc on peut faire des géométries simples, mais dès qu'on commence à avoir justement des caissons à géométrie variable, ce genre de choses n'est pas compatible avec Revit. On avait vu que dans les deux cas, que ce soit la maquette intégrée à Revit ou bien les modèles de coffrage que l'on a juste fait de pont dans Revit, ces informations, on peut les transférer vers l'outil de calcul de Sophistic à travers des transferts d'informations. Donc ça veut dire que vraiment, je peux reprendre, soit venant d'AutoCAD, soit venant de Revit, je peux reprendre mon modèle, et ça me permet de choisir donc l'interface dans laquelle je vais faire ma modélisation, et derrière, de venir vraiment regarder les calculs pour notre ouvrage d'art, nos ponts. Et Sophistic contient un ensemble de fonctionnalités qui va vraiment nous permettre de regarder l'ensemble des ponts que l'on peut rencontrer dans les projets qui existent, que nous rencontrons dans notre carrière. Que ce soit des ponts, on va dire, simples en termes de modélisation, des ponts poutres, des ponts dalles, qui sont relativement simples, mais dès qu'on va aussi aller dans un niveau un peu plus complexe, il s'agisse d'une complexité à l'échelle du calcul, dès qu'on a un calcul de haubans ou de suspentes, où on va devoir regarder des éléments câbles, ou bien quand on doit regarder des éléments avec des structures mixtes, où on a un mélange de matériaux, et on a aussi une question de modélisation. En effet, quand vous travaillez avec Sophistic, j'ai beaucoup d'options en termes de modélisation. Derrière tous ces objets que vous voyez sur mon écran, se trouve en réalité donc une information d'éléments finis. Donc les éléments finis, pour ceux qui s'en rappellent, on a différents types d'éléments. On a les éléments barres, les éléments coques, les éléments volumiques. Et c'est toujours la question de quel est l'objet le plus intéressant pour modéliser mon pont. Le pont que j'ai ici, par exemple, ce caisson, ben, vraiment en réalité un objet relativement linéaire, une section qui s'appelle donc déjà la considérer non pas comme un objet volumique, mais plutôt des objets filaires. Et c'est d'ailleurs ça qui se passe ici dans ce modèle. Mais complexe, tel que ici un deuxième ici, on a ici un pont avec un double caisson. Et justement, le fait d'avoir deux caissons, en quelque sorte deux poutres côte à côte, on doit étudier le système dans sa géométrie longitudinale, mais aussi dans sa géométrie transversale, les transferts d'efforts d'un élément à l'autre. Et c'est là que, par exemple, il peut être intéressant de dire qu'on a plus intérêt à venir mélanger des éléments bas que vous voyez en jaune, modélisés ici en bleu. Donc, c'est ce type de que l'on va Sophistic pour bien entendu pouvoir mélanger les éléments, mais aussi anticiper aussi des questions de définition que l'on va rencontrer plus tard. En effet, sur notre définition, on a dit qu'on était capable de faire toutes sortes de ponts, mais la problématique que l'on a aussi avec nos ponts,
c'est qu'on a des géométries qui sont assez particulières. Ce ne sont pas juste des lignes droites. Bon, on a bien sûr des ponts qui sont tout droits, mais la plupart du temps, on a des ponts qui se situent dans une géométrie de type courbe, avec une clotoïde, où il faut, dans ce cas-là, que je crée ma poutre suivant cette géométrie, suivant un changement en élévation. Et tous les éléments à l'intérieur, que ce soit les poutrelles ou bien surtout la précontrainte, les câbles que l'on va intégrer ou les câbles des haubans, doivent justement s'aligner avec toutes ces différentes informations géométriques. Et ça, ce sont aussi des choses que l'on veut qui puissent évoluer. Un projet n'est jamais statique dans le temps. Il va toujours y avoir des petits changements géométriques ou bien de propriétés. Et je veux pouvoir facilement intégrer cela dans mon modèle. Alors pour ça, Sophistic, au lieu de simplement dire, bon, vous pouvez tracer des objets dans Revit, dans AutoCAD, qu'importe, de votre modèle de calcul, on peut aussi paramétriser en fait la modélisation d'ouvrages d'infrastructures linéaires. En effet, si on regarde un pont tel que celui-ci, en fait, on peut le résumer en différentes informations de base. On peut rappeler au logiciel, on peut lui dire que ce pont se situe justement le long d'un certain tracé, avec donc une courbe, une clotoïde, etc. Et que le long de ce tracé, on va avoir des objets qui vont se positionner, des sections, que ce soit des sections de barres ou des sections de dalles coques, qui vont évoluer, non seulement une évolution géométrique, mais aussi une évolution de leurs propriétés. Par exemple, les aciers en place ne vont pas être les mêmes si je suis en surappui ou sur travée, ainsi que la hauteur, par exemple, du caisson. C'est un mélange d'évolutions qui sont des évolutions géométriques et de calcul, mais qui sont relatives à cette information que l'on va distribuer en quelque sorte le long de notre ouvrage. Et pour le reste, on va aussi positionner des éléments complémentaires qui sont positionnés à des endroits particuliers. Par exemple, dire, voilà, à cet endroit-là, j'ai une pile, à cet endroit-là, j'ai une culée. Et donc ça, c'est ce que Sophistic va apporter, qui va être différent par rapport à notre logiciel de calcul. Au lieu de dire simplement un modèle qui est un tracé, et si je veux le modifier, si je veux modifier la géométrie des charges qui sont dessus, si je veux modifier la géométrie des câbles, ces fameuses petites lignes rouges que vous voyez ici, eh bien, tout ça, on va le lier donc vraiment à cette définition de tracé, d'axe. Je vois ici dessiné via cette ligne. Et l'avantage, c'est que si ce tracé évolue, ou si ce tracé, donc la façon dont je vais le définir, par exemple, pour le moment, c'est simplement une ligne droite, sur une longueur de 70 mètres. Je peux simplement dire au logiciel, voilà, je la transforme en une courbe sur un rayon de peut-être 100 mètres, ce sera peut-être un peu mieux. Voilà, de 100 mètres. La géométrie va s'adapter, mais comme on l'a désormais, l'ensemble de l'ouvrage va aussi désormais toutes ces modifications, que ce soit la modification des charges, modification des conditions d'appui et des éléments de type câble. Donc, l'idée de pouvoir de donner un peu plus d'informations au logiciel sur comment se comporte mon pont en termes de modélisation et ainsi de pouvoir paramétriser ce qui va se faire. Maintenant, je dis au logiciel n'est plus à 37 mètres, mais à 25 mètres. Bien, quand on clique sur OK, on voit que d'un coup, le logiciel a actualisé l'ensemble de cette définition que désormais beaucoup plus proche. Mais pas seulement, on voit aussi que leur géométrie a été modifiée. En effet, l'ensemble des définitions, ce n'est pas juste la géométrie du pont, c'est tout ce qui est la géométrie de mes câbles de précontrainte, qui est aussi lié à des définitions. Voilà, le point, dans mon cas, doit toujours être à une définition par numéro 1 à travers le numéro. Ainsi, paramétrie ici, par exemple, en disant on est à 400 de la travers, et il y a ce point qui sera toujours mieux un peu de la première, quelle que soit sa géométrie.
Je vous parle beaucoup de modélisation. Je vous parle de modélisation paramétrique, je vous parle de modélisation dans AutoCAD, dans Revit. Tout ça parce qu'en fait, le plus je peux fournir d'informations au départ de mon modèle, le plus le reste du calcul va être fluidifié et surtout de pouvoir ainsi mieux contrôler la donnée d'entrée, les données sources qui vont être utilisées. À ce titre, ce n'est pas juste des informations de géométrie, on l'a dit, c'est aussi des informations de calcul et notamment aussi des informations de phasage. Donc, en effet, quand vous regardez une structure dans Sophistic, que ce soit la structure en elle-même ou les sections que l'on définit, toutes ces géométries que l'on crée peuvent être associées à des phases. Donc, à chaque moment, je peux dire qu'il y a une phase de construction de disponible qui sera pour cet objet et de dire, voilà, bon, pour le moment, j'ai un caisson de pont qui est toujours actif, mais je peux éventuellement lui fournir un phasage. En effet, avec Sophistic, on a la possibilité de vraiment aller très loin dans la simulation du phasage, dans la simulation de notre procédé de construction. Vous pouvez, par exemple, faire une modélisation où la construction se fait travée par travée, ou bien par un poussage de la structure, une structure par encorbellement. On a aussi la possibilité de prendre en compte des éléments qui existent de manière temporaire pour, par exemple, des échafaudages ou bien des structures existantes qui vont être démolies. Donc ça, c'est important parce que quand on va regarder des structures, et notamment des structures de type mixte ou précontrainte, il est vraiment important de prendre certains effets en compte qui ont beaucoup d'influence, notamment tout ce qui est le fluage, la relaxation des câbles, et de prendre ça en compte de manière détaillée. Donc, Sophistic, dans ses fonctionnements, cette structure, les différentes étapes qui existent dans cette géométrie, et de voir que la structure évolue à travers différentes phases. Des phases qui vont nous permettre de définir l'activation de la précontrainte, des phases qui vont nous permettre de définir le calcul du fluage, les durées de fluage et de retrait, ainsi de suite, et ainsi vraiment de pousser ces informations dans notre projet. Pour autant, c'est aussi un moyen, comme je le disais, de donner de l'information au logiciel et ainsi de rendre le logiciel un peu plus intelligent. Une fois que le logiciel connaît bien le phasage, non seulement le logiciel va pouvoir donc me dire, voilà, je calcule pour chaque étape du projet, mais le logiciel va aussi pouvoir gérer un peu mieux l'ensemble des charges qui s'appliquent sur celui-ci, notamment tout ce qui est une activation du poids propre progressive, donc objet par objet, mais aussi d'anticiper, par exemple, je suis sur une structure mixte, j'ai une dalle béton qui apparaît sur des poutrelles métalliques, eh bien, il faut bien que je calcule aussi la phase où le béton frais est posé sur les poutrelles métalliques, c'est-à-dire le béton n'est pas encore actif, n'a pas encore de rigidité. Donc, ce sont ce genre de modalités que l'on va pouvoir définir dans les définitions que permet Sophistic en termes de phasage avancé. Le retrait-fluage, je vous l'ai déjà mentionné, et aussi tout ce qui est aussi indication de charges additionnelles, tout ce qui est des poids propres additionnels, les équipements, l'asphalte routier, mais aussi tout ce qui est des gradients de température, des affaissements. Tout ça va pouvoir s'intégrer dans le modèle. Et aussi, on va bien sûr activer des charges de type de charge. Alors, ce qui est assez intéressant au niveau des charges de trafic, c'est que bien sûr, je peux les modéliser manuellement dans mon projet, mais on a dit que l'on a paramétrisé notre projet. On lui a donné une information de où se situe le pont, et donc de savoir est-ce qu'il s'agit d'un pont en ligne droite ou bien d'un pont
en courbe dans laquelle on aura des effets centrifuges sur la structure. Eh bien, tout ça, c'est parce qu'on a donc ce fameux tracé, ce fameux axe. Eh bien, c'est une information que l'on peut aussi utiliser quand on fait du calcul. On a en effet la possibilité de dire au logiciel, voilà, je vais positionner des charges de trafic, mais cette voie, au lieu de la modéliser sur l'ensemble du projet, je vais le donner de manière un peu paramétrique là aussi, en expliquant, voilà, j'ai un certain convoi qui doit passer sur mon pont avec un certain positionnement, et bien sûr, il y a différents positionnements possibles, centré, à droite, etc. Et ça, donc, le logiciel va me permettre d'étudier ces différents. Mais lui, il va l'interpoler aussi sur la longueur de l'ouvrage, quelle que soit sa géométrie. Ici, j'ai une géométrie droite, mais il me suffit de mettre à jour la géométrie par rapport au changement ici d'alignement routier, et automatiquement, la géométrie est courbe, mais aussi les définitions de charge de trafic sont elles aussi associées à une courbure, c'est-à-dire calcul de charge centrifuge, calcul de charge de freinage, ainsi de suite. Tout ça, bien sûr, comme dans d'autres logiciels, on va faire nos calculs de calcul linéaire, calcul non linéaire. Et là, Sophistic intègre bien sûr un grand panel de fonctionnalités pour faire tous les types de calculs nécessaires à des ouvrages d'art, que ce soit des ponts câblés, donc c'est-à-dire il faut calculer au grand déplacement, regarder des informations d'appui en prenant en compte donc les conditions de sol, etc. Et ce qui est très important, c'est que dans toutes les étapes dont je vous ai parlé, on a donné des informations au logiciel, on lui a fourni des informations en lui expliquant, voilà le tracé, comment il se comporte, voilà les paramètres, comment ils évoluent le long du tracé, voilà le trafic, comment il évolue le long de la structure. Et en fait, avec toutes ces informations, en expliquant au logiciel, on a aussi des charges de température, on a des charges intégrées pendant le phasage. Eh bien, le logiciel, en fait, il gagne en intelligence et il nous permet de créer tout ce qui est les enveloppes de vérification. Non seulement les enveloppes, bien sûr, finales, enveloppes ELU, ELS, pardon, mais aussi tout ce qui est les enveloppes intermédiaires, les enveloppes de phasage, les enveloppes de trafic, ainsi de suite, et de me générer automatiquement toutes les vérifications et les dimensionnements qui doivent être faits pour des structures standards de type béton armé, béton précontraint, ainsi de suite. Mais derrière, en fait, ce qui est important, c'est que tout ça, même si c'est fait via des automatismes, via des dialogues, où moi, j'ai simplement à venir dire au logiciel, voilà, je veux faire le dimensionnement de mon pont et je vais devoir cocher quelles sont les vérifications que je veux faire, donc l'ELU, en fissuration, la décompression, etc. J'ai une image telle que ceci. En réalité, ce n'est pas une boîte noire que l'on a devant nous. On a vraiment la possibilité de rentrer dans le détail de ces calculs et de venir contrôler, voire ajuster ces informations. Ça, je vais en parler un petit peu plus tard, mais au-delà de simplement étudier le système, c'est aussi une question d'optimiser le système que l'on a. Et ça va surtout être intéressant quand on a de grosses, même grosses ou petites structures, mais qui ont des informations qui peuvent être intéressantes. On a par exemple l'optimisation, comme dans l'image, des câbles, des suspentes, où il faut optimiser la tension qui est inclue dedans en fonction du phasage et en fonction donc des charges qui sont appliquées. Ou bien, si je suis simplement sur une structure métallique ou mixte, étudier les contreflèches initiales pour pouvoir envoyer les bonnes géométries à l'atelier. Donc tout ça, c'est aussi des fonctionnalités que l'on va proposer avec Sophistic et qui vont se greffer sur tout ce dont on a parlé avant, c'est-à-dire la partie phasage, la partie paramétrisation, pour justement gagner un peu en intelligence dans le logiciel. Et en tout début, je vous ai dit, le logiciel Sophistic est capable de faire quand même un grand nombre de fonctionnalités. Mais ce qui est important, c'est que ces fonctionnalités sont toutes intégrées dans un et même logiciel. Donc, quand je parlais de tunnel, quand je parlais de pont ou de bâtiment,
Tout ça, c'est toujours dans l'environnement sophistique, bien sûr avec des menus, des fonctions séparées, mais ce qui va nous permettre aussi de faire des études, vraiment des études interdisciplinaires. Je peux regarder justement le comportement dynamique de mon pont, que ce soit sous des situations sismiques ou bien les effets dynamiques de passage de convoi. Je peux prendre en compte le modèle géotechnique pour avoir une interaction sol-structure et intégrer directement la participation du sol dans le modèle, dans les calculs dynamiques ou autres. Un autre exemple que je n'ai pas mis sur l'écran, c'est par exemple sur une structure de tunnel, de bien entendu prendre aussi en compte les calculs au feu ou de température que l'on peut avoir sur notre modèle. Mais ce qui va être aussi intéressant, c'est de pouvoir vraiment actualiser ces résultats. On fait des définitions dans notre projet, et bien sûr ce projet évolue. Il y a des changements que je dois faire dans la définition de calcul ou bien dans la géométrie. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que je fais des définitions, vous l'avez peut-être remarqué, j'ai basculé entre deux fenêtres. Une fenêtre qui était plus une fenêtre de modélisation. Vous avez vu, vous avez, et un autre où vous avez vu un objet élément fini qui avait déjà été maillé derrière. Une dissociation entre la partie modélisation et la partie calcul, ce qui nous permet donc de dire voilà, la géométrie peut, sans pour autant touche au résultat. Vous voyez là, j'ai un pont droit alors que le dessin a des en courbe. Donc ça me permet de choisir à quel moment je veux reprendre les informations venant du dessin vers le calcul, mais aussi tout ce qui est dans la définition du calcul sont des informations que je peux définir en avance avant même d'avoir la géométrie ou même si je change cette géométrie. Donc, en effet, comme je l'expliquais tout à l'heure, via toutes ces fonctions de paramètres et dans la conception même du logiciel, on va pouvoir vraiment déjà préparer tout ce qui est les tâches à effectuer. J'ai donc une arborescence ici de tâches que je vais demander au logiciel d'effectuer. Et maintenant que si je modifie la géométrie ou bien si je modifie certaines tâches, je peux me demander au logiciel uniquement de recalculer la partie trafic ou bien uniquement la partie phase. Ou bien sûr, je peux lui redemander de calculer l'ensemble de cette modélisation. Donc, c'est vraiment aussi dans l'idée de pouvoir optimiser l'effort que l'on va mettre au niveau du calcul pour ne pas à chaque fois juste faire du clic à tout va, mais au contraire de pouvoir posément préparer notre modèle, utiliser peut-être des gabarits, des définitions qu'on a déjà. Ça aussi, c'est surtout parce que Sophistic mélange deux types de définitions. Vous avez la possibilité, bien sûr, de travailler de manière graphique avec des dialogues tels que vous les avez vus, qui vous permettent de cliquer, choisir dans un menu et de rentrer des valeurs. Mais en fait, Sophistic existe aussi sous forme de script texte. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas le choix de dire soit l'un, soit l'autre. Je peux vraiment alterner entre les deux, mélanger selon ce que je veux faire et même basculer de l'un vers l'autre. Avec les avantages que ça peut me faire. Créer le modèle en 3D et peut-être parfois de manière graphique, mais les enveloppes, les combinaisons, ou bien de gérer les situations de phase de trafic, je préfère le faire sous un format texte pour être certain de contrôler très bien les valeurs. Et donc, tous les menus que je fais ici, mes menus de chargement de trafic, je peux aussi demander au logiciel de les ouvrir sous un format. Là, on va trouver un langage texte qui est très simple, c'est un langage orienté objet, orienté commande. Donc, même sans le connaître, vous pouvez deviner que s'il y a écrit, je suis en train de demander au logiciel de calculer quelque chose, et là, je vois du VZ. Donc, on devine déjà facilement Et donc, c'est une interface texte que je peux utiliser, que je vais pouvoir utiliser pour modifier des informations, mais aussi pour scripter
le déroulé de mon calcul, où je peux utiliser des variables, des fonctions de type conditionnel ou bien des boucles pour vraiment optimiser mon projet et arriver à ce dont j'ai besoin. Et j'ai en plus une aide interactive qui s'ouvre dès que j'en ai besoin. Sont un peu plus complexes que celles qu'on a dans les dialogues, et de voir, voilà, je suis sur la définition de train de charge, je suis la définition de trafic, de ligne de calcul de l'unité, pardon, d'alterner entre les deux. C'est là où le sophistique va apporter aussi une grande différence avec d'autres logiciels, c'est de pouvoir basculer entre texte et graphique, mélanger aussi texte et graphique. Donc, par exemple, ici, pour les charges de température, on aurait pu les définir de manière graphique ici en tant que charge. Entendu, j'ai des charges de type température qui sont disponibles. Température, delta. Mais peut-être pour moi, définir sous un format de code texte, que je peux les traits juste en modifiant à chaque fois une valeur, et par exemple ici faire des comptes de température uniforme, non uniforme à travers mon modèle. Bien sûr, tout ce qui est de ce calcul, il s'agit aussi de pouvoir l'exploiter. Et de la même manière que tout ce que l'on fait dans Sophistic peut se faire de manière graphique ou de manière textuelle, la création de tout ce qui est nos rapports de calcul peut se faire, elle aussi, de manière graphique ou textuelle. Toutes les fonctionnalités que l'on va avoir dans le logiciel, je peux bien sûr accéder à ces fonctions, à ces résultats à travers qui me permettront par exemple ici de voir un diagramme de contrainte. Alors peut-être qu'on va voir quelque chose qui est un peu plus intéressant que la température. Donc voilà un diagramme standard. Je change la position. Toutes ces informations, je peux aussi les étudier en tant qu'un code texte, et aussi préparer les informations que je vais avoir pour les diagrammes que je vais avoir dans mes notes de calcul. Les notes de calcul sont aussi paramétrées, donc on peut avoir des notes de calcul qui sont pré-organisées par le logiciel et que nous pouvons adapter a posteriori. Et dans l'idée, c'est de pouvoir reprendre le calcul, par exemple, pour mes charges de trafic, non seulement en étant dans le logiciel, mais surtout de pouvoir les récupérer dans un fichier Word, dans un fichier PDF, récupérer un chapitre ou bien une image en particulier. Cette image, je peux, les diagrammes de contraintes ou diagrammes de moment que l'on a, je peux ainsi pouvoir les exporter en tant que fichier d'image pour pouvoir vraiment les utiliser. Voilà donc un peu un résumé que je peux vous faire dans un laps de temps très réduit. Bien entendu, le domaine du pont et de l'ouvrage d'art étant assez vaste, il y a un grand nombre de fonctionnalités dont je n'ai pas parlé, tout ce qui est du calcul géotechnique, de l'interaction sol-structure. Mais c'est là l'intérêt aussi du logiciel, c'est de pouvoir à la fois regarder des petits calculs, si on peut dire ça comme ça, et aussi aller dans un niveau de complexité assez important. Voilà, j'ai beaucoup parlé, j'espère, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions. Cynthia, Christian. Alors, merci Xavier. Alors, je ne sais pas, c'est un peu coupé chez moi le son, j'espère que vous avez bien entendu. Je ne sais pas si c'est chez moi ou si c'était global. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le petit formulaire de questions sur la droite. On va attendre un petit peu. Et donc, comme je l'ai dit, on vous enverra les liens des replays de toutes les présentations de la semaine, début de semaine prochaine. Non, il n'y a pas de questions, Xavier. Bon,
De toute façon, si jamais des questions viennent à posteriori, vous n'hésitez pas aussi à nous contacter, à contacter Man & Machine. On pourra vous envoyer de l'information. Voilà. Bon, bah, merci beaucoup. Merci à Merci à tous. tous pour votre participation et à demain pour la prochaine À demain. étape. Bonne fin de journée. Au revoir.